Bonjour à tous, bienvenue dans le live avec Excel numéro 7. Ce live va porter sur les analyses agronomiques du laboratoire Excel. Aujourd'hui, l'idée de la présentation, c'est de balayer un peu les trois grandes possibilités d'analyse qu'on a aujourd'hui au laboratoire sur cet aspect-là. Et ensuite, à répondre à vos questions s'il reste un peu de temps. L'analyse viticole, on va se concentrer principalement sur l'analyse viticole. Après, bien sûr, on peut l'appliquer aussi à d'autres cultures, mais nous sommes spécialistes sur l'analyse viticole. On peut la diviser, moi je la divise en trois parties principales, on va dire. Il y a l'analyse sur le végétal, donc pendant toute la phase végétative, on va analyser les limbes, les pétioles et le bois, après la chute des feuilles éventuellement. Les baies, bien sûr, parce que on les analyse, on peut avoir, il ne faut pas les oublier, parce qu'on a quand même beaucoup d'indicateurs qualité, parfois pas que des indicateurs classiques énologiques, mais qu'on peut faire sur les baies. Je pense par exemple au polyphénol. Et ensuite, on analyse la terre donc, et les composts. En quantité, bien sûr, c'est plus rare. La terre, c'est bien sûr une analyse qu'on fait plus souvent. Toutes ces analyses-là, elles servent bien sûr à raisonner la fertilisation, à confirmer des éventuelles carences. C'est le cas en particulier de l'analyse foliaire. On peut observer des contaminations en pesticides, métaux lourds, autres. Euh, et ensuite, on a aussi l'analyse microbiologique qui est de plus en plus faite dans les propriétés pour analyser la biodiversité et la biomasse des microbes qui sont nécessaires pour permettre aux éléments du sol d'être disponibles pour la plante. Donc on la divise en trois parties. C'est en phase végétative, comme je vous ai dit, avec l'analyse foliaire ou pétiolaire. Alors, historiquement, l'analyse pétiolaire et foliaire était faite à deux époques qui pour moi restent quand même les plus pertinentes. C'est la floraison, mais plutôt vers la fin de la floraison, et la maturité, et la véraison. Donc, floraison, véraison. Les deux autres, c'est des stades qui effectivement peuvent avoir un intérêt, mais il y a moins de bibliographie. Donc, après, l'interprétation du résultat, elle est plus délicate. Il ne faut pas la faire trop tôt, l'analyse foliaire, parce qu'en fait, les feuilles ne sont pas déjà adultes. Et parfois, les équilibres minéraux sont assez particuliers. Et donc, après, pour l'interprétation, c'est pas simple. L'important, c'est vraiment de la faire régulièrement, mais toujours au même stade, pour pouvoir comparer les années et les parcelles. Ensuite, on passe à la phase fructifère. Bon, là, je pense que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui d'en discuter beaucoup. Et après, on a la mise en réserve, donc avec l'analyse des sarments. C'est une question importante à se poser. Est-ce que c'est mieux d'analyser le végétal ou analyser plutôt le sol? Donc, bon, déjà, les deux analyses sont complémentaires, mais il faut faire attention à deux choses. Une, alors quand on analyse le végétal, il y a, parfois c'est délicat parce que le végétal, il change beaucoup pendant une saison. Donc déjà, le stade phénologique est très important pour avoir quelque chose de reproductible. Il y a des différences entre les cépages et ça dépend aussi des objectifs de production parce que quelqu'un qui fait 50 hectolitres hectares n'aura pas forcément les mêmes objectifs au niveau de l'analyse foliaire que quelqu'un qui a besoin de faire 150 hecto-hectares. Donc, tous ces aspects-là, dans l'interprétation, il faut en tenir compte, il faut prendre ça avec des pincettes. Et faire sa propre base de données dans son contexte, en fait. Ensuite, quand on analyse le sol, donc le sol, il a tendance à bouger un peu moins pour les paramètres physico-chimiques par rapport au végétal. Mais il y a une chose importante à tenir en tête, c'est qu'il y a un concept de disponibilité des éléments qui est important. Parce que dans le sol, il y a énormément de choses, mais parfois pas tout est disponible en fait. Donc, et il y a plusieurs facteurs qui font que ces éléments et ces nutriments soient plus ou moins disponibles. On verra la microbiologie, il y a des aspects, le potentiel redox, des aspects électrochimiques, mais après, bien sûr, on a la quantité des éléments. Pendant toute la présentation, vous trouverez des feuilles et des tas de terre que j'ai mis en haut à droite de chaque diapo
pour savoir si on est en train de parler de quelque chose qu'on fait sur le végétal ou sur le sol. Ben, en général, on va faire le plus simple déjà, pour commencer, quand on commence à faire de l'analyse du végétal, c'est de faire un bilan physico-chimique classique. Donc, c'est un bilan qui est relativement connu et il permet donc d'analyser tous les macroéléments totaux et les oligoéléments totaux. Aujourd'hui, on a un protocole à travers l'utilisation de deux appareils. En haut à droite, vous avez un four à combustion euh, et en bas, vous avez un ICP optique, OS. Et avec la combinaison de ces deux appareils, on va pouvoir analyser tous les macroéléments et les oligoéléments qui sont notés. Ensuite, on peut bien sûr aller analyser donc, le bois. On va extraire le bois et on peut analyser les sucres totaux et l'amidon qui sont importants pour l'analyse en particulier de la mise en réserve. Pour le sol, on est capable donc de faire un bilan physico-chimique classique, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans plusieurs laboratoires. On n'est pas le seul à réaliser ces analyses-là, mais on a cette prestation qui permet donc d'avoir déjà un bilan classique, mais qui vous donne une bonne image quand même de votre sol d'un point de vue physico-chimique. Après, si vous avez, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais si vous avez des questions spécifiques sur ces aspects, on les verra plus tard. Une nouveauté un peu qui concerne vraiment de cette année, on va dire 2022 pour le laboratoire Excel, c'est que nous sommes, vous avez peut-être lu l'article sur Vitisphère, mais on s'est équipé en fait d'une IRMS qui est un appareil, un spectromètre de masse isotopique, qui permet donc d'analyser le delta C13, donc le rapport isotopique du carbone 12-13, dans les raisins. Donc, c'est une technique de référence donc, qui fait référence. Et c'est un investissement qui était très important, mais on pense qu'il a, dans le contexte actuel du réchauffement climatique et de l'attention de plus en plus au stress hydrique et à la gestion de l'eau, ça va être vraiment stratégique pour le laboratoire. Je voulais faire un rappel un peu théorique déjà quand on parle de delta C13. Peut-être que ça parle déjà tout le monde, mais je pense que c'est important de remettre un peu de base théorique pour que tout le monde soit d'accord quand on discute de ça. Déjà, quand on parle d'isotope, vous savez que dans un atome de carbone, en fait, on n'a pas un seul. Pas tous les atomes sont identiques. En fait, on a des atomes qui vont avoir 12 neutrons, pardon, qui vont avoir 6 protons, 6 neutrons, et des atomes comme le carbone 13 qui vont avoir donc 6 protons, 7 neutrons. Donc, ils vont avoir un neutron de plus. Le neutron de plus va faire que l'atome est légèrement plus lourd. Et plus on s'éloigne donc du carbone 12, qui est la molécule, qui est l'atome pardon, le plus stable, plus on va voir un isotope instable et moins abondant. Ça veut dire que le carbone 12, c'est celui qui va être le plus présent, le plus représenté entre les isotopes du carbone. Le carbone 13, il est en plus petite partie et on est autour de 2%, on va dire. Et le carbone 14, il est en très très faible quantité et il n'est pas très utile d'un point de vue agronomique. On l'utilise plutôt pour faire de la datation carbone. Donc en fait, un isotope est le même atome qui a donc le même nom de proton, parce que c'est le nom de proton finalement qui donne l'identification de l'atome, si c'est du carbone, si c'est de l'azote, ou si c'est autre chose, soufre. Mais il a un nombre de neutrons qui est différent. Ensuite, on va faire donc des ratios entre ces différents isotopes du carbone, et c'est ces ratios-là qui sont exprimés avec je vais voir si j'arrive à vous là. Je pense que vous voyez mon pointeur, je l'espère. Mais vous avez ces symboles-là qui indiquent effectivement le delta, le delta carbone 13 ou autre. En fait, on va faire le ratio, vous voyez, entre l'isotope le plus abondant
est l'isotope l'isotope le plus rare et l'isotope le plus abondant. Alors, comment ça marche en IRMS? En IRMS, alors, nous, dans notre cas, on va travailler sur un IA-IRMS, mais pour vous le faire simple, on va dire, c'est qu'on fait, c'est qu'on va transformer tout le carbone de notre... si on analyse des mous de raisin ou des sucres de raisin, on va prendre tout le carbone qui se trouve dans le mou, qui est principalement constitué par des sucres, et on va donc on va faire une combustion, en fait, on va le transformer en CO2. Et ensuite, on va donc ioniser les molécules de CO2 qu'on obtient, donc en gaz, et on va les envoyer dans un tube de vol. En fait, c'est un petit tube de vol avec un énorme magnète qui va donc être capable de faire dévier les molécules de ce qui nous intéresse, en fait, juste pour pouvoir les séparer. Et on va ensuite les faire tomber dans des petits creusets ici. Bon, imaginez pas de gros creusets, des bacs, on parle de quelque chose de très petit qui se trouve donc dans l'IRMS. Et selon le nombre de molécules finalement qui va tomber dans ces creusets-là, ou celui-là, on va pouvoir compter, en fait, répartir, connaître le ratio isotopique de notre matière. Donc bon, on a la machine au laboratoire si vous voulez venir la voir. Ok, pourquoi est important le ratio isotopique du carbone? Il est important parce qu'en fait il varie naturellement. Dans la nature déjà on a des ratios isotopiques du carbone qui changent beaucoup. Quand on parle par exemple du CO2 atmosphérique, vous voyez qu'on est autour ici de -8, -9. Quand on est sur du carbonate marin, on est déjà, qui est d'ailleurs ce qu'on considère comme standard, on est plutôt à 0. Et ensuite, on va avoir donc les plantes C3 et les plantes C4 qui vont se différencier ici. Donc la vigne est en plante C3, on va être plutôt dans des ratios de delta C13 autour de -25, on va dire. Et si on parle de canne à sucre, on sera autour de -12, -13. Et cela donc permet de façon déjà relativement simple de distinguer l'origine des sucres, l'origine botanique des plantes, et on peut faire pas mal de choses avec. Donc le gros intérêt d'un point de vue agronomique de l'analyse de delta C13 sur la vigne est qu'il y a plusieurs travaux que vous pouvez lire, en particulier les travaux de Kees van Leeuwen, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, mais aussi Olivier Trégoat, David Pernet, plusieurs personnes en tout cas, qui travaillent sur le sujet, qui ont travaillé beaucoup sur le sujet. Et il y a une très belle corrélation entre le stress hydrique et en fait le ratio du carbone. Donc, que vous pouvez voir en haut à droite dans le graphique. En particulier, plus on est sur des stress hydriques importants, entre la véraison, entre le début de l'accumulation de sucre, donc la véraison et la maturité, on va voir plus le stress hydrique il est fort pendant cette période, plus le ratio isotopique du carbone va être donc bas, dans le sens où -21, -22, moins négatif si vous voulez. Et plus on a des stress hydriques faibles, plus on est sur des ratios isotopiques qui sont plutôt élevés, donc -26. Et cela est en fait il est lié en fait qu'est-ce qui se passe dans une plante quand on a du stress hydrique au niveau des feuilles. Pour l'expliquer simplement, c'est que la plante elle aura tendance, donc pour éviter d'avoir une évapotranspiration excessive, elle va avoir donc tendance à fermer ses stomata. Et au moment où elle va fermer ses stomata, bien sûr, il n'y aura plus de passage de gaz entre l'intérieur de la feuille et l'extérieur de la feuille.
le CO2 qui se trouve à l'intérieur de la feuille va être piégé donc, à l'intérieur. Le métabolisme de la plante, la photosynthèse, a tendance, ça s'appelle discrimination isotopique, à préférer le carbone 12 au carbone 13. Donc, dans des conditions normales d'échange gazeux, il y a un certain ratio qui va se définir, qui est le ratio normal de la photosynthèse, qui est plutôt autour de moins 25, moins 26, moins 27 même. Et cependant, quand de la feuille et les stomates vont être fermés, il n'y aura plus l'échange gazeux et la photosynthèse, elle va continuer encore un peu, elle va épuiser toutes les molécules de CO2 qui se trouvent à l'intérieur de la feuille et donc elle va aussi capter forcément plus de carbone 13. Et ça va induire un changement donc, du ratio isotopique et qu'on va pouvoir mesurer. Désolé, je passe un peu de temps sur cette slide, mais c'est important que ce soit clair pour tous, je pense que... Et, donc, il y a plusieurs applications. Ben, bien sûr, il y a la contrainte hydrique de la vigne. On peut caractériser les millésimes. On peut les caractériser. Donc, si on fait tous les ans une analyse de delta C13, mais on peut aussi les caractériser dans le passé. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, parce qu'après les sucres sont transformés en éthanol, la signature isotopique des sucres se transfère avec quelques petits biais, mais c'est pas, ça reste quand même très intéressant, dans l'éthanol. Et ensuite, en analysant l'éthanol, on peut même aller regarder ce qui s'était passé dans des millésimes, par exemple, anciens. On peut savoir si c'est un millésime particulièrement stressant ou pas au niveau de la contrainte hydrique. Il y a aussi des choses qui deviennent intéressantes aujourd'hui dans le contexte. Ça pourrait être, par exemple, de faire de la sélection massale des plantes ou de l'appliquer dans de la sélection, en tout cas, pour aller sélectionner des plantes qui ont tendance à mieux maintenir leur photosynthèse dans des conditions de stress hydrique. Et vu les délais qu'on peut avoir relativement faibles sur cette analyse, on pourrait même imaginer de sélectionner un peu, faire des pré-assemblages. Ça pourrait intéresser peut-être plus de cadres coopératives, par exemple, des assemblages, des parcelles qui sont plus stressées, donc qui vont avoir par exemple plus de... Ben, on sait que le stress hydrique il a une certaine influence par exemple sur la charge polyphénolique. Donc il peut y avoir un intérêt de faire des cuvées un peu plus concentrées ou stressées. Ou dans le cas des blancs, éviter peut-être les zones trop stressées parce qu'on sait qu'il y en a des impacts aromatiques. Il y a aussi des applications pour l'authentification des vins, mais aujourd'hui ce n'est pas l'objectif d'en parler, mais elles existent bien sûr. Je vais passer à un autre axe d'analyse qu'on a commencé à utiliser un peu en agronomie, ici au laboratoire. C'est quelque chose qui s'est fait déjà dans pas mal d'autres secteurs, mais c'est vrai qu'en agronomie, c'est venu, enfin, c'est connu depuis très longtemps, mais c'est pendant vraiment les dernières années où il y a eu une augmentation de publications à ce sujet. En particulier, il y a eu pas mal de publications. Ben là, je ne les ai citées certaines, mais par exemple, M. Olivier Housson a travaillé pas mal sur le potentiel redox et le pH des sols. Et dans des cultures, par contre, autres que la vigne, ben, dans le riz, dans le blé, dans le tournesol, et avec des intéressants résultats. Et on s'est dit donc qu'il y avait quand même un intérêt à essayer peut-être de faire quelques analyses des potentiels redox et pH sur la vigne, déjà pour constituer une petite base de données et voir ben, ce que ça pourrait apporter. Si c'est un paramètre, s'il s'agit de paramètres analytiques d'intérêt pour la vigne. Pourquoi le potentiel redox et le pH sont intéressants? C'est parce que ben, c'est des indicateurs en fait des fonctionnements du vivant qui sont assez générales, bien sûr, donc délicats à interpréter parfois, mais qui touchent donc à des réactions et au métabolisme végétal, animal très important. Par exemple, ben, on sait très bien que quand on est quand on a des potentiels redox, par exemple, qui vont être très élevés, on sera dans des sols qui ont tendance à être oxydatifs. Quand on est sur un potentiel redox qui est très faible, donc on sera sur des sols qui sont plutôt réducteurs. Et
si on fait un parallèle avec le végétal, quand on a un végétal, il peut être très oxydé ou très réduit aussi. Et bien sûr, cela aura, comme vous allez voir, il peut avoir une influence sur son métabolisme. En général, un végétal oxydé, ben, ça sera un végétal où il y a un peu de photosynthèse déjà qui est en train de se faire, parce que photosynthèse égale production d'électrons égale potentiel redox plus bas. Donc, si on est sur un potentiel redox très élevé, ben, on va être sur un végétal qui est déjà dans une phase de sénescence, tendance à être donc ben, beaucoup plus oxydé. Et donc, ben, c'est une thématique très large, donc je ne peux pas aborder tous les sujets aujourd'hui, mais je vais vous montrer déjà un peu les choses qu'on sait faire au labo. On analyse principalement 3 paramètres pour la partie électrochimique. On va analyser donc le potentiel redox. Potentiel redox, il y a pas mal de définitions, mais je n'ai retenu une qui est pour moi celle qui est pour moi la plus simple pour tout le monde. C'est celle-ci. Donc, en fait, il nous dit si le système il se trouve dans un état plutôt oxydant ou plutôt réducteur. Donc, c'est la tendance plutôt à accepter ou céder des électrons. Et il est fonction de l'ensemble des espèces chimiques qui se trouvent à l'intérieur de notre électrolyte. Ça veut dire que si on analyse une solution où on met juste du fer à l'intérieur, ben, on va mesurer donc le potentiel d'oxydoréduction de cette réaction entre le fer 2 et le fer 3, par exemple. Mais dans le cas de l'analyse des feuilles des vignes, ou quelque chose de très complexe comme le vin, ben, c'est toutes les espèces chimiques qui se trouvent à l'intérieur qui vont contribuer à déterminer le potentiel redox. Ça ne sera pas une seule espèce. Ensuite, on a donc le pH. Bon, l'acidité réelle, c'est l'activité des protons disponibles. Et la conductivité électrique, qui est la capacité d'une solution à conduire le courant, qui peut être appliqué au sol. Ben, quand vous faites des cartes de résistivité, par exemple, c'est l'inverse de la conductivité, 1 sur conductivité. Mais dans les feuilles de vigne, par exemple, ça peut avoir un intérêt. On a décidé d'analyser pour regarder s'il y avait déjà des différences, qui pourraient être dépendantes de la quantité d'eau, par exemple, qui est présente, ou la quantité d'ions. Donc, on a un protocole analytique qu'on a développé avec, ben, là, vous avez les détails, donc on va prélever des feuilles. On va dans une période horaire où on a quand même une photosynthèse active. Ensuite, on fait un extrait de ces feuilles au laboratoire et on va analyser les 3 paramètres sur l'extrait. Ça, c'est le bilan de l'année 2021. Déjà, l'idée, c'était de nous donner des bornes, de connaître les bornes autour de lesquelles on va orienter donc, la vigne se disperse. Parce qu'on n'avait pas vraiment notion de cette variation-là. Dans le cas des pH, vous pouvez voir que... Ah, je pense que j'ai un petit problème d'unité d'ailleurs qui s'affiche sur le graphique. Je viens de voir. Mais bon, je vais le corriger après. On a eu des variations quand même assez importantes autour des 0,8, 0,9 de pH, parfois des variations pendant la saison. Donc ça, c'est sur plus de 100 échantillons qui ont été analysés dans l'année 2021. Tous autour de Bordeaux, principalement, on va dire, dans différentes appellations du Bordelais. Pour la conductivité aussi, on a eu des variations intéressantes, importantes. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelques vignobles, dans les personnes parmi nous, il y a quelques vignobles partenaires qui ont participé à ces essais-là. Je les remercie encore pour la disponibilité. Et ensuite, le potentiel redox, parce que c'était un peu exploratoire comme approche. Hein, d'accord. Donc, on avait le potentiel redox, il varie entre 230 et 330. On a une variation autour de 100 de potentiel redox sur l'ensemble des échantillons analysés. Donc, on a fait pas mal d'interprétations sur ces indicateurs, mais aujourd'hui, le format ne me permet pas de rester là 1 heure et demie à parler de ça.
Donc, je voulais vous montrer un peu déjà les résultats, si vous voulez consolider. Donc, ces indicateurs varient pendant la saison, hein, on a observé des tendances. On voudrait continuer à poursuivre ces essais sur l'année 2022 si, s'il y a un intérêt de nos clients vers ces indicateurs. Mais on observe, donc quand on positionne en fait sur deux axes différents, ça s'appelle diagramme des courbées, quand on met le potentiel redox et le pH, on peut observer, il y a toujours une corrélation inverse entre potentiel redox et pH qui est normale, parce que c'est la théorie, c'est la loi d'Ernst. Donc ça, c'est très bien, ça veut dire que c'est juste, tout fonctionne. Mais on peut observer des choses déjà entre les appellations qu'on a analysées. On a quelques appellations, enfin quelques vignobles, on va parler plutôt des vignobles, on ne va pas généraliser. Mais dans le vignoble qu'on a analysé à l'Istrac Médoc, par exemple, on a trouvé une grande majorité des points qui s'est trouvé sur des potentiels redox assez bas et donc on va dire, se concentre plutôt dans cette zone ici. Et le vignoble qu'on a analysé à Margaux, ben, on était plutôt sur quasiment tous les points sont sur la zone haute du graphique. Donc on est sur des potentiels redox qui sont plus élevés sur le végétal. Il y avait aussi un point qui nous a pas mal interrogé, c'était ces points-là. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'une parcelle, d'une aberration analytique, mais, mais finalement, le vignoble nous a confirmé que c'est une parcelle qui allait être arrachée. Et elle était particulièrement oxydative au niveau de l'analyse, donc effectivement, bon, c'est juste un point, hein, c'est pas... mais il semble y avoir des choses intéressantes à creuser sur ces indicateurs pour avoir une idée de la physiologie, un peu de l'état de santé et physiologique de la vigne en instant T. On a un protocole aussi sur la partie sol. Donc, sur le sol, c'est un paramètre, le potentiel redox, qui est bien connu, où il y a beaucoup de bibliographies disponibles, donc c'est robuste. C'est pas une approche exploratoire, hein, il y a des données, c'est une analyse relativement, enfin, qui a de l'intérêt. Donc ici, c'est le protocole qu'on applique, donc qui est basé sur des normes ISO et qui inspiré de ces normes et qui va donc qui va nous permettre donc d'analyser après le pH le potentiel redox après tamisage de la terre. Vous voyez, il y a des graphiques qui existent, qui sont disponibles pour interpréter ensuite ces paramètres-là. Pour le potentiel redox, vous voyez qu'il va se disposer, comme je vous ai dit, sur un diagramme avec potentiel redox et pH. Et selon où vous vous trouvez avec vos coordonnées des potentiels redox pH, vous savez à peu près si vous êtes sur des sols acides, des sols calcaires, etc. Si vous êtes sur des sols très oxydés ou sur des sols plutôt hydromorphes. Donc, vous savez que c'est en fait ces deux indicateurs vont avoir un impact important déjà sur pas mal d'éléments. Parce que quand vous voyez le pH, l'impact qu'il peut avoir le pH sur la disponibilité, en fait, la capacité d'accéder aux minéraux du sol. Vous voyez que par exemple pour le fer, dans les pH acides, vous avez tendance donc à avoir une grande disponibilité de fer c'est quelque chose de connu, mais quand on a de la chlorose ferrique sur des sols calcaires, c'est clair que, comme vous voyez, pas beaucoup de fer qui est disponible. Bon, ça déjà, c'était pour vous donner des idées de ça. Et là, toutes ces données, bien sûr, donc on a des analyses, on a des données complémentaires pour chercher de les interpréter. Ça, c'est une matrice de corrélation que j'ai fait sur un vignoble de Pauillac, où on observe la matrice de corrélation. Pour la lire, vous avez la légende ici. Vous voyez que par exemple en bleu, quand on a de la coloration bleue, ça veut dire qu'on a une corrélation positive, et quand on est sur du rouge, on a une corrélation négative.
Et quand c'est blanc, ben, c'est pas significatif. Et on a observé, par exemple, des tendances, des corrélations intéressantes entre le potentiel redox, vous voyez, et toute une corrélation donc négative, inverse, avec tout ça. Donc, vous voyez qu'en fait, quand vous avez des sols avec un potentiel redox qui va être donc trop haut, donc sur des sols oxydés, ben, en fait, c'est des sols qui ben, ils sont plutôt sableux déjà. Hein. Il y a une tendance quand même à avoir des sols plutôt sableux. Et vous avez très peu d'éléments. Déjà, c'est des sols assez pauvres. C'est des sols où il y a une capacité d'échange cationique très faible, très peu d'éléments. Et donc, ben, ça va être en fait compliqué. C'est un bon indicateur global qui vous dit que dans ces sols-là, il y a quand même un problème. Enfin, c'est des sols qui sont très appauvris, sur lesquels il va falloir travailler d'un point de vue agronomique. Et, et après, bon, ça c'était déjà pour vous. Vous voyez aussi que le dernier, ici, c'était des sables grossières. Donc, vous voyez que bien sûr, les sols sableux, c'est aussi les sols qui sont les plus pauvres, surtout ces éléments-là. Et donc, ben, par conséquent, il y a une bonne corrélation entre le potentiel redox et les sables, dans ces contextes-là. On a ensuite poussé l'analyse un peu plus loin sur ces vignobles-là, et on a donc fait une analyse en composantes principales. Et on peut retirer quelques tendances intéressantes avec ces analyses. Bah, par exemple, on observe que dans les sols, vous voyez ici, on a le potentiel redox, le cuivre et les sables grossières, qui se trouvent tous les trois dans le même secteur de notre analyse en composantes principales. On a la capacité d'échange cationique qui se trouve ici, avec aussi ben, l'azote, magnésium, potassium, etc. Tous ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même une tendance, enfin il se trouve déjà à l'opposé de la carte. Et après, c'est assez, pour moi, sympa et aussi s'interroge un peu quand même de voir que le cuivre, qu'on considère être un oxydant important aussi, il est ben, orienté, on va dire, dans la même zone que des sols oxydés, des sables, etc. Donc, c'est des aspects qui me paraissent intéressants à souligner. Oui. Donc, on voit ouais, que la capacité d'échange cationique, par exemple, est bien corrélée avec la présence des limons. Donc, importance pour la fertilité du sol. Ça, c'est juste pour vous donner des pistes, de montrer des choses qu'on peut faire pour fournir aux clients. Après, nous, on ne fait pas du conseil agronomique. Donc, nous, on fournit de l'analyse et après, on peut donner quelques pistes d'interprétation de cette analyse. Et, et il faut toujours l'appliquer après en contexte agronomique, en connaissant bien le vignoble. On ne peut pas tirer avec des numéros comme ça, c'est difficile juste de tout dire en fait. Ça, c'est toujours sur le même vignoble. On voit qu'on a la possibilité aussi de faire de l'analyse, de la hiérarchisation des parcelles, donc de les diviser en groupes et les disposer sur l'espace de l'analyse PCA qu'on a réalisé avant. Donc, ça permet d'identifier qu'il y a des parcelles, par exemple, qui se trouvent vraiment dans cette zone plutôt oxydative et des parcelles qui sont plutôt équilibrées avec une bonne capacité d'échange cationique et des sols intermédiaires, plutôt calcaires. Dans ces cas-là, ces sols-là, c'était des sols plutôt calcaires, les noirs. Ici, on était sur des sols qui avaient une bonne fertilité. Et ici, on était sur des sols qui étaient plutôt oxydants, avec une fertilité faible. Ça, c'est juste un graphique du potentiel redox. Je n'ai pas oublié l'autre axe, hein, mais c'est juste que je l'ai supprimé pour des raisons de confidentialité. Mais vous voyez qu'ici, vous avez le potentiel redox toujours exprimé en millivolts. Sur 50 échantillons, ça c'est 50 parcelles du même vignoble, on peut observer qu'on a des zones en vert où on a un potentiel redox qui est considéré donc comme optimal pour le fonctionnement du sol. Et on a quelques parcelles qui se trouvent à la limite, ici, une, deux, sur la partie plutôt faible potentiel redox, donc assez réduit.
et quelques parcelles qui se trouvent par contre dans les limites donc des zones plus oxydées. Celle-ci et celle-ci. Donc ça permet quand même de remonter quelques éléments intéressants. Donc j'ai fini pour la partie électrochimie. Il me reste quelques slides assez rapides sur la partie microbiologie du sol. C'est une analyse qui s'est développée beaucoup les dernières années parce que les techniques d'analyse se sont... déjà, les industriels ont fait du travail au niveau au niveau analytique, je parle, pour fournir des techniques robustes qui peuvent être appliquées dans pas mal de laboratoires. Avant, c'était quelque chose qui était vraiment lié au domaine universitaire. C'est difficile d'analyser ces paramètres-là en dehors du domaine universitaire. Aujourd'hui, on a quand même la possibilité de le faire de façon robuste dans des laboratoires sur le privé déjà, sur le territoire. Et aussi, ce qui a poussé quand même le développement sur la partie analyse microbiologique, c'est qu'il y a un sujet biomasse microbienne en général sur la partie dans les vignobles. Parce que ça, c'est les données qui ont été publiées en 2015 par l'INRA de Dijon, qui fait un peu référence comme, au niveau de l'analyse microbiologique du sol, qui montre qu'on a, dans la vigne, on a quand même tendance à avoir une biomasse microbienne faible par rapport à d'autres cultures. Et donc, il y a tout intérêt à aller chercher, de comprendre pourquoi, l'optimiser, l'améliorer, parce qu'on sait que la biomasse microbienne aura un impact très important sur la disponibilité des éléments du sol, par exemple. Effectivement, cette image, je l'aime bien. Elle est complexe à expliquer, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est sympa parce que les micro-organismes, c'est un peu comme des fabriques, en fait. C'est des artisans qui vont travailler en symbiose un peu avec les plantes, hein, pour nous rendre disponibles à la plante pas mal de choses qui se trouvent dans le sol, pas mal d'éléments. Et donc, il y a un intérêt réel à les suivre au moins et connaître l'impact de nos pratiques sur ces micro-organismes-là. Nous, au laboratoire, on a principalement deux techniques qu'on utilise ou en combiné ou séparément. Une, c'est l'ADN du sol, donc on va extraire l'ADN total de la Terre et on va ensuite le quantifier. Donc ça vous donne une idée de la biomasse microbienne. Et c'est la même unité, vous voyez, microgrammes d'ADN par gramme, qu'on utilise aujourd'hui. C'est un indicateur qui est devenu assez pertinent par rapport à d'autres indicateurs plus anciens qui étaient laborieux et qui très longs à analyser, avec tous les biais analytiques après de l'attente en fait. Quand on parle de microbiologie étant long, parfois c'est pas très, on sait que c'est pas très, ça fait pas bon ménage, je pense qu'on dit en français. Mais... ADN total, donc c'est l'indicateur de biomasse. Et après, on a l'ATP. Donc l'ATP, on a adapté un protocole pour faire de l'ATP du sol, qui est une analyse qui avait été tentée dans les années 70-80. Après, on peut oublier parce que les techniques n'étaient pas au point à l'époque. Aujourd'hui, l'analyse d'ATP s'est améliorée quand même au niveau de la réduction en particulier des inhibiteurs de la réaction. Et on a une analyse d'ATP donc, qui donne une idée de l'activité, donc de la vitalité, si vous voulez, de ces micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Et donc ADN plutôt la quantité et ATP, si vous voulez, un peu la qualité. Pas la qualité, on va dire la vitalité. La métagénomique, par contre, ça donne plutôt la qualité. Ça veut dire, on va prendre l'ADN et on va ensuite, il y a un certain nombre de techniques qui existent aujourd'hui sur le marché qui permettent de séquencer cet ADN et ensuite faire l'interprétation du séquençage. Ça veut dire, ça permet de connaître les différentes familles de micro-organismes qui se trouvent dans cet ADN, le nombre d'espèces, champignons, bactéries, leur taxonomie, et aller voir s'il y a quelques espèces d'intérêt œnologique.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait en supplément de la partie ADN. Bien sûr, on n'est pas sur le même coût analytique, hein, parce que c'est des techniques de PCR et séquençage mixé. Mais pour les clients enfin, pour les vignerons qui ont vraiment intérêt d'aller très loin, ça peut être une technique intéressante. Là, j'ai quelques données du terrain que je vous montre avant de clôturer ma présentation. Ça, c'est un exemple de l'analyse de l'activité du sol. C'était un groupe de vignobles partenaires du laboratoire où on a l'analyse de la vitalité biologique par gramme de sol. Et ensuite, on a donc les différents domaines. Vous voyez que la date de prélèvement a un impact énorme quand même sur les résultats de la vitalité. Et ce n'est pas du tout étonnant parce qu'on sait qu'il y a des fluctuations sur la vitalité, il y a une saisonnalité des micro-organismes déjà, qui va être dépendante par exemple de la température, de l'eau, de pas mal de choses. Ce qui pouvait être, après ici, bon, c'était septembre et décembre, donc il y avait 2 mois d'écart. En décembre, on a des températures qui sont plus faibles qu'en septembre. Mais par contre, en 2020, en décembre, on avait de l'humidité dans le sol. C'est qu'en septembre, on avait vraiment, pardon, en décembre, on avait de l'humidité. En septembre, on n'avait pas du tout d'humidité. Les sols, ils étaient extrêmement compacts et secs. Et effectivement, la vitalité était plutôt basse. Donc l'eau, elle a quand même un rôle important là-dedans. Ce que ça veut dire d'un point de vue pratique, que quand vous faites un prélèvement de vitalité, il faut analyser le même jour plusieurs parcelles pour avoir quelque chose de comparable. Et si vous faites des suivis dans les années, c'est bien ou d'en faire plusieurs par an ou d'en faire un, mais toujours au même stade. Euh, Ça, c'est pour vous montrer l'effet de la profondeur. C'était une étude qui a été faite. Parce qu'on entend souvent parler, oui, il faut aller voir les couches profondes du sol. C'est effectivement, c'est très intéressant. Les couches profondes du sol sont très intéressantes pour la partie physico-chimique, effectivement, parce que la vigne elle a quand même capacité à aller chercher des choses en profondeur. Mais au niveau au niveau de la vitalité biologique et l'ADN, les horizons de surface sont les plus riches. Et ensuite, ça va simplement descendre à zéro quand on arrive à mettre 20, quasiment, on a très peu de beaucoup moins de micro-organismes par rapport à ce qu'on a en surface, en termes de quantité. Et ça, c'est un travail qui a été fait pour le même groupement des vignobles sur l'activité biologique et le cuivre. C'est une thématique qui est souvent évoquée, surtout en bio pour des problématiques bio conventionnelles, bien sûr, mais il y a toujours un débat entre ah, le cuivre c'est bien, le cuivre c'est pas bien. Et donc l'objectif c'était de faire une analyse déjà. On a analysé l'activité biologique du sol sur plusieurs centaines d'échantillons. Euh, le cuivre total du sol pour s'affranchir d'effets aussi d'extraction. Mais alors, bah, il n'y a pas une corrélation directe, c'est clair, entre la vitalité et le cuivre. C'est tout à fait normal, on ne s'attendait pas de la trouver non plus. Une chose, par contre, on l'observe, et je pense que c'est difficile de la masquer, hein, mais c'est que on a, en fait, dans les sols qu'ils ont environ là, moi, plus de 400 de cuivre total. On a trouvé aucun point qui dépassait cette limite ici de vitalité sur le total. Donc c'est sûr que le cuivre n'est pas le seul paramètre qui impacte la vitalité du sol, ça c'est sûr et certain. Parce qu'ici, pour la même quantité de cuivre, on peut avoir 600 de vitalité ou très peu. Donc, mais pour des cuivres très élevés, je pense qu'il y a un effet de suppression quand même de l'expression de la vitalité euh, biologique d'un sol. Au moins, c'est ce qu'on a observé.
Donc, en conclusion, pour terminer cette journée, c'est live, désolé. Et, quelques messages à ramener à la maison. Donc, une analyse utopique du carbone, finalement accessible et rigoureuse pour 2022. Je dis accessible parce que on pourra donc, accessible, je parle en termes de distance géographique pour les personnes qui sont déjà en France ou dans les zones qu'on suit. Aussi accessible au niveau, en termes tarifaires, après, je sais qu'on peut être assez concurrentiel. Et rigoureuse, surtout, c'est ce qui m'intéresse moi le plus d'un point de vue vraiment technique, c'est parce qu'on utilise de la technique de référence, c'est la IA-IRMS, qui est une technique reconnue pour l'analyse du potentiel redox et du potentiel redox, pardon, delta C13 et qui permet de donner de la robustesse à vos données. Ensuite, on est toujours intéressé à chercher des partenaires pour alimenter un référentiel pour l'électrochimie du végétal, pour déjà voir s'il y a des choses des tendances ou des corrélations qui émergent. Mais on a besoin de retour terrain aussi de la part des propriétés, voir si c'est quelque chose qui intéresse ou pas. Le potentiel redox du sol, pour moi, c'est un complément relativement simple à faire et robuste pour complémenter les analyses du sol classiques. Au niveau de l'ATP, l'ADN métagénomique, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut faire au niveau de la microbiologie du sol. Il y a des techniques qui existent. Tout dépend après où on met le curseur et comment on interprète toute cette masse de données qu'on obtient. Bon, et après on va vous tenir au courant parce qu'on a plein de nouvelles idées ou des choses à vous proposer pour chercher de dynamiser un peu l'analyse agronomique du sol. Bon, merci beaucoup à tous pour l'attention. Je suis désolé si ça a été très long. Bon, j'espère que ça a été intéressant. Et si vous avez des questions, je vais répondre avec plaisir. Et sinon, à la prochaine fois.